bonjour, bienvenue dans Agora Sécurité Mag, un nouveau numéro de l'émission Fenech Security Talk qui est consacré aujourd'hui au phénomène des violences urbaines. Que peut-on faire contre les violences urbaines? Pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités, M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, et puis vice-président du Conseil métropolitain du Grand Paris, et particulièrement exposé dans sa commune à des violences urbaines. On y reviendra. Merci d'être présent. Le plaisir également de recevoir Xavier Hofer. Bonjour. Bonjour Xavier, un grand spécialiste de ces questions-là, depuis très longtemps, universitaire, criminologue, ancien reporter, grand reporter à l'Express, en tout cas journaliste et collaborateur du Figaro Magazine et bien d'autres choses, et qui publie régulièrement, après avoir publié il y a quelques années, d'ailleurs, Que sais-je sur les violences urbaines, une revue intitulée Sécurité globale et consacrée cette fois à la guerre cybermonde et différentes chroniques passionnantes. Merci Xavier d'avoir aussi répondu présent. Donc, violences urbaines. Je pense qu'on peut d'abord donner la parole au maire d'une commune de la Seine-Saint-Denis qui a été particulièrement frappée, notamment en 2005. Mais il y a eu d'autres événements depuis, mais tout le monde se souvient des grandes émeutes de 2005 qui avaient d'ailleurs donné lieu à l'état d'urgence qui avait été décrété par le gouvernement à l'époque et qui a été une flambée de violence inconnue jusqu'alors et qui a amené évidemment à se poser beaucoup de questions et également des décisions que vous aviez prises à l'époque en tant que maire. Donc, Monsieur Lemoine, cher Xavier, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aujourd'hui comment vous voyez ce phénomène? Est-ce qu'il est en régression? Est-ce qu'on a les moyens de le maintenir? Je pense que 2005 a un peu surpris tout le monde, même si il y avait de nombreux signes annonciateurs. Et quand je retrouve les courriers que j'avais adressés aux ministres de l'Intérieur successifs et aux préfets, on voyait qu'il y avait une incompréhension majeure qui croissait entre les jeunes, on va dire, et la police, l'institution police. Bon. 2005 nous a pris au dépourvu et les moyens d'un maire au regard de l'ampleur du phénomène ont été très faibles. Et c'est vraiment l'État qui a pris la main sur la gestion du conflit. En tout cas, vous voulez rappeler en 2005 qu'est-ce qui s'est passé? Le drame, au début, le drame, c'est trois jeunes poursuivis par la police sur une indication qu'ils auraient pu commettre un vol sur un chantier, qui se sont réfugiés, hélas, dans un transformateur EDF très haute tension. Et deux des trois jeunes sont morts. Le troisième a été très grièvement brûlé. Et, voilà. Et donc, il y a eu une émotion très, très forte de la part des jeunes. La première nuit était strictement clichéoise, puisque c'était trois jeunes de la ville de Clichy-sous-Bois. Et dès le second soir, c'était sur le plateau Clichy-sous-Bois-Montfermeil, le grand ensemble Clichy-sous-Bois-Montfermeil, que les événements se sont fixés et durablement fixés durant toute la durée des émeutes. Et donc là, ça a été un balai, je dirais, de force de l'ordre, avec un rituel à partir de certains jours. On savait à partir de quelle heure ça allait démarrer, à quelle heure ça allait finir, mais enfin, avec quelques incertitudes. J'ai noté quand même 2921 interpellations à cette époque-là. Il y a eu 4 morts dans la population, des très importantes dégradations urbaines, voitures incendiées. Et sur l'ensemble de la France, ces événements avaient provoqué quelques 28 000 véhicules incendiés en 2005, ce qui était quand même un phénomène jamais vu. Voilà, donc là, tout le monde pris au dépourvu. Nous, on était les élus. Alors, curieusement, les élus, on pouvait se promener encore au milieu des belligérants. Voilà. Et c'était durant la journée que nous étions les plus actifs en direction de la population, en direction des jeunes, en direction, je dirais, de tout le maillage que l'on pouvait avoir sur le terrain. Et on savait que lorsque les hostilités reprenaient après le repas du soir, là, c'était les forces de l'ordre qui avaient la main. Après, on était très proche également des forces de l'ordre. Le PC sécurité était à la caserne des pompiers, ce qui fait que les élus pouvaient donner la température, ou je dirais la psychologie de ce qui se passait sur les quartiers, pour agir à hauteur de ce qu'il était besoin, mais pas forcément aller au-delà d'un seuil où on aurait pu avoir d'autres populations d'un autre âge qui se seraient solidarisées, je dirais, avec les belligérants ou avec ceux qui étaient face aux forces de l'ordre. Et donc là, j'ai vécu cette période-là assez intelligemment avec les forces de l'ordre qui étaient en exercice, etc. Il y a d'autres moments où c'était moins subtil. Aux mesures tout à fait exceptionnelles que vous aviez prises vous-même. On va laisser la parole à Xavier Hofer. Le maire de Montfermeil nous parle des institutions. C'est quoi ces violences urbaines? Est-ce que c'est une réaction vis-à-vis des institutions? Est-ce que c'est un rejet
des institutions, de la police, de la justice? D'où vient en fait ce fait? Est-ce que c'est typiquement français? Est-ce qu'on le retrouve ailleurs? Est-ce qu'il y a une spécificité française des violences urbaines? Oui, à savoir que quand, par exemple, en 2005, mais depuis régulièrement, puisque ça se reproduit régulièrement, ce n'était pas un phénomène isolé. On peut même dire que depuis les années 2005, pour parler de l'ensemble du territoire, il va en s'aggravant, et notamment dans certains secteurs dont je parlerai plus tard. Et chaque fois qu'il y a une émeute comme celle-là, vous avez des pages entières dans les hebdomadaires et dans les quotidiens en Allemagne, en Angleterre, dans les grands pays d'Europe, en Italie, en Espagne, pour essayer de faire comprendre à la population de l'Espagne, à la population de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc., ce qui se passe chez les Français. Ça, comme on dit dans le Midi, ça épastrouille tout le monde. Voilà, à cette échelle-là. Alors, il y a eu une fois l'incompréhension et puis la crainte aussi. Là, je rentre de Chine, où je vais 2 ou 3 fois par an depuis bien des années. À chaque fois qu'il y a un épisode comme ça, comme naturellement les gens avec lesquels je suis en contact dans le gouvernement chinois ont des responsabilités dans le domaine de la sécurité, ils disent « qu'est-ce qui se passe chez vous » quoi. Ils sont quand même très surpris. Qu'est-ce qui se passe avec les gilets jaunes, les manifestations? Non, toutes les manifestations, où des voitures brûlent, où il y a des barricades, etc. Ce qui, en général, se produit. Les gilets jaunes, c'est une exception, quoi. On a fait descendre dans la rue une catégorie de gens qui n'y étaient pas descendus depuis à peu près, je ne sais pas, Louis-Philippe. Hein, voilà, parce que c'est ça, les émeutes populaires, c'est rare en France, voilà, une jacquerie, etc. Donc ça, c'est rare, mais en général, il s'agit d'émeutes qui se produisent dans le cadre de ce qu'on appelle les violences urbaines, et ça, c'est une spécificité française. Il y a eu une fois un épisode de cette nature en Angleterre en 2011, ça n'était pas arrivé depuis 1980-82, et ça n'est jamais plus arrivé depuis. Donc, pas en Allemagne, pas ailleurs, c'est une spécificité française. Pourquoi ? Pourquoi ? La question, c'est pourquoi. Alors, c'est simple. On a vu le phénomène s'aggraver depuis longtemps. Hein. Les premières mesures qu'on a tenté de prendre datent du gouvernement Messmer, sous Pompidou. Hein. C'est-à-dire que c'était vers le début des années 70. Et depuis... les choses se sont aggravées. D'ailleurs. Oui, mais ça c'était plutôt pour les gauchistes. C'était encore autre chose. C'était encore autre chose. Mais je parle du phénomène des violences urbaines. Vous avez eu la première volonté d'y mettre fin, comme c'était des socialistes, sur la base d'un programme social, le plan Bonne Maison en 1982. Et puis depuis, ça s'aggrave régulièrement, nul n'y peut rien. Chaque président de la République qui arrive a un discours obligé, vous savez, c'est comme au patinage artistique, les figures libres et les figures imposées. La figure imposée, c'est de dire il y a des quartiers qui échappent à la République et on va y mettre bon ordre. Et puis il soulève le couvercle de cette marmite-là, il fait oups, il remet le couvercle et puis il dit qu'il ne veut plus en entendre parler pendant 5 ans. Oui. Alors, il y a des déclarations. Sarkozy, le chacun avait le Karcher, etc. Mais ça a traversé tous les régimes. Alors, une vingtaine sous Mitterrand, au début, dans les années 80, de quartiers concernés. Et puis, la dernière fois qu'on a voulu s'intéresser à l'affaire, bien que, naturellement, on prétende qu'il s'agissait de malheureuses victimes de l'exclusion, etc. Mais quand même, en 12, sous Hollande, on a fait faire un travail sérieux par la police de recensement. Ça concerne à l'heure actuelle, alors représente à peu près 1200 quartiers dans toute la France, qu'on essaye plus ou moins de traiter par une espèce de cataplasme sur une jambe de bois baptisée politique de la ville, vous savez, dont on entend beaucoup parler, et qui parfois marche... C'est Neuf à Strasbourg, c'est le Montmirail à Toulouse, voilà, et donc, dans le quartier de Lyon, chez vous en Seine-Saint-Denis. Oui. Au sommet de cette pyramide-là, il y a une centaine de quartiers, dont, dans le temps, s'agissant des quartiers nord de Marseille, M. Vauzel, socialiste, président du conseil de PACA, avait dit qu'il s'agissait de quartiers en sécession. Ce mot-là est très grave. On se souvient de la guerre de sécession. C'est pas rien, la sécession. Bon, il y a des quartiers dans lesquels le crime organisé a pris un pouvoir exorbitant. On le constate ces jours-ci. Il suffit de faire la liste, hein, vous allez la faire assez facilement. Vous avez une liste, par exemple, de tous les quartiers où, vous savez, les caméras de sécurité.
Alors, elles sont sur des pylônes. Alors maintenant, les voyous ont décidé que ça les gênait, que ça les dérangeait dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, semaine après semaine, on a des pylônes qui sont coupés avec des espèces de scies très puissantes qu'on appelle des meuleuses. Ça existe, mais pas sur... Les dégradations de vidéoprotection ou de pylônes. Sur Montfermeil, non. Alors, je vous expliquerai ce qu'on a Oui. pu réussir à faire. Je redonnerai ensuite Oui, la parole. pas de souci. Allez-y, allez-y. Pardon. Oui, non, j'accepte que la politique de la ville ait pu être insuffisante si les diagnostics étaient mal posés au départ. Bien sûr. Sur la ville de Montfermeil, en tout cas, si nous étions un des quartiers les plus emblématiques de la politique de la ville dans les années 90, aujourd'hui on l'est, mais par les résultats concrets vérifiables en termes de taux de délinquance, complètement chuté, en termes de nombre de signalements dans les établissements scolaires, en chute libre. Enfin, on nous dit que c'est en pleine expansion. En termes de niveau scolaire, ça marche chez vous, quoi. Voilà. À condition, effectivement, qu'il y ait un minimum d'exigence. Qu'on veuille bien se dire qu'on ne part pas de gens qui ont été effectivement dirimés, mais qu'on a peut-être manqué d'exigence vis-à-vis de ces personnes-là, et qu'à force de manquer d'exigence, leur insertion dans la société française a posé de grands problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait? Un rappel de l'autorité de la loi, du Alors, maire d'abord, je dirais sortir de ces quartiers taudis, alors même peu importe qui les a mis en état de taudis, redonner dignité et fierté aux habitants par l'urbanisme, l'architecture et la qualité de l'espace public. Et là, les adultes ont quelque chose à défendre, leur fierté et leur dignité. Et donc, de ce point de vue-là, ils rebasculent du côté des institutions, car ils ont trop à perdre pour pouvoir retrouver ça, pour pouvoir revenir à l'état antérieur. Ensuite, on a le droit d'avoir un minimum d'exigence sur la sécurité. Vous parliez tout à l'heure des arrêtés que j'avais pris à l'époque. Je les ai pris parce qu'effectivement, la délinquance était à un niveau tel qu'il fallait la stopper, la cantonner. Ils ont été censurés. On est On d'accord. rappelle, c'était des interdictions la nuit de jeunes à partir de 3, Couvre-feu pour faire, des couvre-feux. Et anti-bande pour faire bref. Ça avait été c'était déclaré absolument. inconstitutionnel. Enfin, bon. N'empêche que grâce à ça, j'ai eu des moyens par la justice notamment, c'était le procureur François Molins, voilà, et on a eu des cellules de veille extrêmement resserrées et qui ont permis de faire un travail, et de 225 à 250 voitures brûlées par an, j'en suis à moins de 10 par an aujourd'hui, c'est 10 de trop. Bon, mais voilà, ça passe aussi, je dirais pas une grande exigence vis-à-vis de l'apprentissage de la langue française, ça passe aussi, parce que c'est ma conviction que l'enjeu dans nos quartiers, il n'est ni social, ni économique, ni urbain. Qu'il y ait des dysfonctionnements sur ces trois sujets-là, c'est vrai qu'il faille des politiques de rattrapage qui s'appellent politique de la ville, oui il en faut, à une seule condition, c'est qu'on veuille bien dire que l'enjeu il est avant tout d'ordre culturel. Et que si on n'est pas capable d'expliquer sereinement, mais des fois fermement, qu'en France, les choses se passent plutôt comme ça que d'une autre manière, parce que la vision qu'on en a du monde, la vision que l'on a des rapports humains, de l'égale dignité entre l'homme et la femme, la liberté de conscience, la laïcité, enfin, c'est des questions de fond sur lesquelles notre société repose. Si on n'est pas capable de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça, c'est non négociable, effectivement, vous avez des quartiers en sécession, c'est-à-dire qu'ils ont eu un autre mode de vie, une autre vision du monde, des rapports humains, des rapports aux autres, de l'altérité. Et là, vous ne pouvez pas faire souder les... Et au contraire, quand vous rapprochez les deux fils, ça fait des étincelles. Ce travail-là, je suis capable de vous en parler après 15 ans de politique de la ville acharnée et où il a fallu effectivement... avec un résultat à la clé. Et avec un résultat à la clé. Alors c'est sûr que je l'ai payé cher parce que ma maison par 2 fois a failli brûler, parce qu'elle a été lapidée, parce que 2 de mes enfants ont été très sévèrement agressés, etc. Et qu'il a fallu tenir bon, et que la famille a tenu bon, et que la population a vu que le maire tenait bon, et que c'était les institutions qui finalement en voulaient plus que les délinquants. Et quand la population a rebasculé du côté des institutions, le renseignement opérationnel, il est remonté naturellement, et les forces de police ont pu faire le travail. Et puis on a fait un gros travail sur l'éducation, de la crèche jusqu'à la mission locale. Je n'ai pas attendu qu'ils rentrent dans la délinquance pour m'en occuper. Je me suis rendu compte que c'était déjà trop tard quand ils rentraient dans la délinquance. Donc voilà, c'est 15 ans de travail. Donc voilà. Pardon. Est-ce que vous diriez, Xavier Enfer, est-ce que vous diriez que l'explication est essentiellement d'abord culturelle, comme le dit... Alors, ce que je dis, et ça se constate tous les jours, c'est que le travail de monsieur le maire est une merveilleuse réussite et en même temps un arbre qui cache la forêt. Des quartiers qui sont tenus comme les Montfermeil à l'heure actuelle, c'est peut-être sur les 1200 en question, une poignée, moins d'une vingtaine. Et par conséquent, le lot commun... J'accepte, le lot commun, c'est
le désordre et le chaos et la domination des bandes. Domination des bandes qui ne se fait pas par plaisir ludique ou par envie de jouer, mais par des trafics, et notamment de stupéfiants, mais pas uniquement, qui rapportent chaque année des milliards d'euros. Mais le trafic d'armes, ça ne rapporte pas grand-chose. Le trafic d'armes, c'est logistique. Ça permet de travailler, si vous voulez. C'est un instrument, un outil de travail. Mais en réalité, le problème, c'est que le trafic, notamment de stupéfiants, et de biens et d'objets volés dans les grandes surfaces, etc., auxquels se sont surajoutés, en plus de la délinquance et parfois de la criminalité locale, des bandes venues des Balkans exprès pour piller et qui ne font rien d'autre, qui sont un peu comme vous savez, les Terre-Neuva dans le temps, qui prenaient le bateau pour aller pêcher la morue et qui revenaient après ça sur les ports. Eh bien, ils partent de zones des Balkans comme la Bulgarie et la Roumanie, ils viennent piller quelques mois et ils retournent après ça chez eux. Donc tout ça est une situation il y a aussi une dimension de guerre de territoire. À l'intérieur même des violences, il y a des bandes qui s'affrontent également pour le partage du territoire. Évidemment, pour le trafic de stupéfiants. Évidemment, le trafic de stupéfiants, à la fin, c'est un trafic de détail. Il faut vendre une dose de cocaïne ou un joint à quelqu'un. Donc, il faut avoir un point où on doit le faire, un point qui est suffisamment connu pour que la clientèle y vienne. Et le point en question, il est défendu, les armes à la main, chaque fois qu'une autre bande veut s'en approcher. Pour vous donner un seul chiffre. Oui, allez-y. Dans le temps, il y avait une cité qui se trouvait derrière Versailles. Et là, pour une fois, les policiers ont eu 1 an pour faire un travail en profondeur. C'est-à-dire qu'ils filmaient tout le monde, ils regardaient qui venait, ce que les gens achetaient, si c'était le matin, si c'était le soir, et à la fin, ils ont fait le calcul. À l'époque, c'était naturellement au moment où ça a été fait des francs, un seul point de deal sur une seule zone de la région parisienne, 100 millions de francs par an de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 40 millions ou 50 millions d'euros, c'est-à-dire des sommes gigantesques. Donc ces gens-là ne sont pas des sortes de Robin des Bois, si vous voulez, ils défendent des intérêts énormes et ils le défendent pour le compte de têtes de réseau qui sont bien souvent en dehors du territoire français. Donc c'est une situation purement et simplement criminelle. Et les émeutes qui ont lieu, elles ne visent pas, ou celles qui sont évitées, elles ont lieu ou elles n'ont pas lieu, en fonction de la protection de zones où s'opère le trafic. J'entends bien. Moi, ce qui m'intéresse aussi à travers le témoignage de Xavier Lemoine, c'est le rôle de l'élu, du maire. Parce que, d'abord, la lutte contre les violences urbaines, c'est d'abord, excusez-moi, mais c'est d'abord une affaire de l'État, de la police nationale. C'est une affaire des institutions, c'est une affaire aussi de répression au niveau de la justice. Et quel est dans tout ça, finalement, à vous entendre, le maire a un rôle aussi essentiel entre les institutions, justement, et sa population. Et vous êtes l'exemple même de ce qui est possible de faire, quoi, votre commune. Avec beaucoup de prudence. Avec modestie et prudence, oui. Je vous ai dit, est vrai, mais je reste extrêmement prudent sur la pérennité des choses parce que tout peut basculer à un moment ou à un autre. Je vais prendre l'affaire Théo, où c'était vacances de la Toussaint, comparable aux émeutes de 2005, vacances de Toussaint. Les quartiers commençaient à bouger et je voyais que plus la pression policière ou la visibilité des policiers des CRS dans les quartiers se faisait, et plus la tension montait, et plus on allait sur... voilà. Donc un soir, j'ai pris tous mes animateurs du centre de jeunesse, j'ai pris tous les parents que je connaissais, tout le maillage que l'on a associatif et personnel sur le quartier, et je leur ai dit, est-ce que vous êtes capable de rester toute la nuit à marauder dans les rues? Bon. Et je leur ai dit, surtout, j'ai dit à la police, je vous demande de rester en périphérie du quartier, je fais mon affaire. À 11h, première voiture de police qui passe dans le quartier, deuxième voiture de police qui passe dans le quartier, la troisième reçoit le cocktail Molotov. Donc les colonnes de CRS se mettent en place, et je sais qu'on partait en live, on repartait sur un truc. Donc là, j'étais à la maison, je me rhabille, je prends la moto, je vais voir le commissaire, et je lui dis, monsieur le commissaire, je vous demande dehors, sortez. Vous me laissez faire, j'y réussis pas, je vous laisserai faire, mais vous me laissez faire. Moyennant quoi, on a passé toutes les autres nuits tranquilles, à marauder. Il n'y a pas eu l'aide de la population. Avec l'aide de la population. Ouais. Et voilà. Ceux qui voulaient en découdre, ils sont restés gros gens comme devant. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas l'assentiment de la population, des parents, des cousins, de l'oncle, de la tante, etc. Donc ils ont fait profil bas et on a tenu les vacances comme ça. Puis ensuite ils ont repris l'école. Voilà. Et on n'est pas parti sur un truc qui partait en live. Et c'était voilà. Est-ce que j'étais dans mon rôle?
peut-être que Xavier va dire ouais, mais c'est pas bon au regard de la doctrine d'emploi, peut-être. Oui, sauf qu'à un moment donné, voilà. Et donc ce travail fin de rapport de force, parce que quand même un rapport de force, soit vous le faites monter à l'extrême, et chacun, et force doit rester la loi, d'accord, mais à ce moment-là, ça s'enflamme, ou à un moment donné, force doit rester la loi, c'est-à-dire au calme, et vous l'obtenez par d'autres moyens, et vous mettez à part, parce que la population a adhéré à ce que vous faites, vous mettez à part ceux qui veulent troubler l'ordre. C'est un bel exemple. Oui, mais une fois de plus, je n'ai pas à me prononcer sur le maintien de l'ordre. C'est le métier des CRS, c'est pas le mien. Je remarque simplement que ça dépend de la personnalité d'un homme et que dans 1000 autres cas que celui-là, ça n'est pas fait. Et que par conséquent, la France a un grave problème de maintien de l'ordre dans toute la périphérie des métropoles, à une ou deux heureuses exceptions près, et que cette partie-là du maintien de l'ordre, elle n'est pas assurée d'ordinaire et le plus souvent par les gouvernements qui se sont succédés. Vous avez affaire à des endroits où des gamins dans les rues, légitimement, je dis légitimement, ont sans doute dans leur vue plus de soucoupes volantes que de cars de police. Hein, voilà, donc il n'y a jamais de maintien de l'ordre. Le préfet appelle le commissaire en disant, vous savez, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Il y a toujours une élection dans les mois ou dans l'année qui vient. Alors laissez donc tranquille. Et récemment, on a vu dans la périphérie de Nancy des consignes expresses de laisser un quartier entier qui s'appelle le Haut-du-Lièvre, qui est bien connu, voilà, entre les mains des malfaiteurs parce qu'on n'avait pas envie d'une nouvelle affaire où un gamin risquait d'être écrasé par une voiture de police ou Dieu sait quoi. Donc la France est dans cette situation constamment depuis une vingtaine d'années, périlleuse, d'avoir une partie entière de son territoire qui n'est pas, au sens strict du terme, policée. Et naturellement, à partir de ce moment-là, voilà, zone de non-droit, zone hors contrôle, appelez ça comme vous voulez. Que la police de proximité ou sécurité ou quotidienne, c'est quand même une bonne chose pour les communes comme la vôtre, par exemple? Lorsque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, nous a reçus au salon d'honneur de la préfecture au début des émeutes, je lui ai dit, monsieur le ministre, 30% des gamins qui sont dehors ont un compte à régler avec la police, c'est la disparition de la police de proximité. Et les papas, parce que je faisais beaucoup de réunions d'appartement, en fin de dîner, me tiraient par la manche, m'emmenaient dans une chambre de l'appartement, ils me disaient, monsieur le maire, Kamel, j'étais obligé d'aller le chercher au commissariat de Gagny. Je lui ai demandé de porter 1 kilo de semoule à la tante qui habite, etc. Il n'avait pas ses papiers sur lui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le maire? Gentiment. Bon. Et donc, on a la rupture du lien. Bon. Et c'est les UTEC, les unités territoriales de quartier, sous Michel Alliot-Marie, qui ont été très bien, je dirais, étudiées, puisqu'on avait des policiers extrêmement polyvalents, reconnus de la population, qui établissent le lien, avec la qui établissent le lien, de confiance, ouais. avec des incompréhensions, des malentendus. Je vais en citer un. Donc plutôt bien bâtis, les policiers, et puis avec le flashball, tout, enfin un peu Robocop. Voilà. On leur demande de faire traverser les enfants à la sortie de l'école, mais pas que. Et les mamans qui viennent nous dire, outrées, mais qu'est-ce que l'on a fait pour mériter d'être surveillé comme ça? Mais le soir même, c'est pas le lendemain, c'est pas au bout d'une semaine, le soir même, je réunis tous les parents d'élèves des 2 écoles de la cité et je leur dis, écoutez, mesdames, vous venez dans mon bureau et vous dites que vous ne pouvez plus rentrer tranquillement chez vous dans votre hall parce que les trafiquants, parce que ceci, etc. Les policiers qui sont là, ils sont polyvalents. Aux sorties des écoles, ils sont plutôt pour la sécurité de vos enfants et la vôtre. Mais 2 minutes après, c'est peut-être pour faire une interpellation dans votre hall pour vous permettre de rentrer tranquille. La réponse unanime, c'était « Ah, ce n'est pas pour nous ». Et après, applaudissements et allez-y pour les halls. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Mais à condition d'être effectivement en osmose avec une population et de pouvoir décrypter. Et il y avait, donc, dans le triptyque, il y avait le délégué cohésion police-population. Moi, à minuit, je peux me trouver éventuellement dans les parkings. Souterrain, c'est possible. Et le commissaire, à 5h de l'après-midi, prendre le thé chez Madame Bismuth, c'est peut-être plus difficile pour lui. Bon. Donc le délégué police-population, c'est un retraité, policier aguerri, qui peut aller dans les failles des institutions où on ne peut pas forcément être. Et qui rapporte, je dirais, l'état d'esprit général, qui est capable de donner le bon renseignement, de couper court aux rumeurs et au bruit, et de rapporter ce qui est utile. Moyennant quoi, on est extrêmement réactif, voilà. Et c'est comme ça qu'on a... Voilà. Ce lien de confiance qu'il faut établir. Lien de confiance, tout à fait. Vous savez que c'est passionnant, tout ce que vous dites, si, mais le temps a passé terriblement et qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission, mais je vous promets que nous aurions un deuxième débat, tellement ce sujet est inépuisable, en vous écoutant. Alors on va faire un mot de conclusion.
peut-être laisser la parole à Xavier Hofer. Est-ce qu'on en sortira un jour de ces violences urbaines? Est-ce qu'on revivra un pays pacifié avec des territoires reconquis par l'état de droit, à votre avis, en mot de conclusion? Alors, ce qui s'est produit, c'est naturellement l'attitude du président de la République actuelle, de M. Macron. Au début de son septennat, son quinquennat, pardon, tout nouveau, tout beau, il a dit « vous allez voir ce que vous allez voir », et donc il a semblé s'orienter vers une solution dans laquelle M. Borloo, qui avait déjà mis en place beaucoup de choses dans ce domaine, jouerait un rôle dans la politique de la ville. Je dis tout de suite, tout ce que fait M. Borloo pour les criminologues va très bien, mais il y a un préalable. Il faut préalablement qu'un minimum d'ordre règne, d'autorité et d'ordre, car naturellement, qui irait investir son argent dans une banque où les gens sont en train de tirer des coups de pistolet dans le plafond? Évidemment. Et donc, dès que le président de la République a vu que c'était un peu compliqué et plus qu'il imaginait qu'il n'y avait pas de baguette magique, depuis, il ne se passe plus rien. Il n'y a rien. À savoir que le terrorisme et puis la Syrie et l'Irak, bon, on s'en occupe parce que ça peut être extrêmement délabrant et sanglant pour la population comme ça l'a été récemment, mais la sécurité au quotidien, c'est un trou noir à l'heure actuelle. Personne n'en parle. À travers cette observation que vous faites, vous alertez les pouvoirs publics, il faut reprendre le terrain et ne pas l'abandonner comme c'est le cas actuellement d'après vous. Et pour une raison simple, à savoir qu'on vient de voir ce qui se passait quand les gens n'étaient pas contents de ne plus pouvoir prendre leur voiture, d'être obligés de payer le carburant sur des histoires écologiques dont on peut se demander si elles sont toujours bien fondées au quotidien et immédiatement. Il peut y avoir demain des émeutes de la sécurité. Vous savez, l'image qu'on utilise en pareil cas, c'est celle du tube de dentifrice. Une fois que la pâte est sortie du tube, c'est très difficile de la faire rentrer. Et donc là, maintenant, les gens ont pris le goût d'aller dans la rue pour râler, etc. Je crains fort qu'un de ces quatre, dans un quartier où la population a été maltraitée par les voyous, comme ça se produit encore trop souvent, il y ait une émeute de cette nature. Et monsieur le maire est bien placé pour nous dire que si jamais ça démarre, une espèce de vague semblable, ça sera très difficile à arrêter. Donc, la sécurité au quotidien. Monsieur le maire, vous partagez, ça c'est pas très optimiste, hein, vous partagez cette... Non, mais Xavier a le mérite d'être réaliste, j'essaye de l'être. Voilà, ça fait 30 ans que je suis en Seine-Saint-Denis, à Montfermeil, 15 ans, 16 ans comme maire. C'est au bout de 16 ans que je peux vous donner des résultats, mais 10 premières années, je ne savais pas si on y arriverait ou si on arriverait à infléchir les choses. J'accepte que ce soit un cas relativement isolé. Si au minimum on a pu faire la preuve qu'avec un peu de bon sens, de volonté et de vérité, on pouvait quand même inverser des tendances, tant mieux de cette démonstration. Et j'attends effectivement que j'ai été extrêmement meurtri de la manière dont Jean-Louis Borloo a été traité. Parce que là, il y avait de nouveau un espoir et avec des ingrédients qui me semblaient plutôt de bonne facture. Et qu'effectivement, on a laissé les choses en suspens. Quid? Et donc, voilà. Bon, écoutez, on termine sur une note qui n'est pas très positive, mais elle est réaliste. Et en tout cas, on retiendra les efforts et les résultats très visibles et très louables en ce qui vous concerne. D'autres maires devraient s'inspirer du travail que vous avez fait, mais c'est compliqué, on le paye à titre personnel. Pas mal de collègues qui viennent voir maintenant ce qui se passe sur nos villes, plusieurs missions parlementaires qui viennent sur nos villes pour voir comment, effectivement, comment ça se savoir. Bon, écoutez, vous me promettez de revenir une prochaine fois, peut-être pas la prochaine fois, mais parce qu'il faut continuer à parler de ce sujet, parce que c'est le lien national, c'est la République, ce sont nos valeurs qui sont en cause, c'est le sujet essentiel. Merci Xavier Hofer, merci Monsieur le maire, Monsieur Xavier Lemoine. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain numéro d'Agoramac en toute sécurité. Merci.